Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vous propose un thème un peu différent de d'habitude, puisqu'aujourd'hui, on va parler de mon arrière-grand-père. Donc mon arrière-grand-père, c'est un peu le héros de notre famille. Il était à la fois militaire, général, résistant et ensuite homme politique. Et quand j'étais petite, je ne comprenais pas vraiment pourquoi il n'est pas aussi connu que le général de Gaulle. Je voulais donc réparer cette injustice et aujourd'hui je vais vous raconter son histoire. Donc mon arrière-grand-père s'appelait Ernest Émile Abel Petit. Il est né le 20 mars 1888 à Bain-Bœuf en Loire-Atlantique. Il est le quatrième d'une famille de 5 enfants. Il a 2 frères et 2 sœurs. Son père était receveur des postes. Il appartient donc à la classe moyenne plutôt aisée. D'ailleurs, il vouvoie ses parents et il les appelle père et mère. Sa famille est aussi catholique pratiquante et il restera pratiquant toute sa vie. Au début des années 1900, il commence sa scolarité au lycée Clémenceau de Nantes. Il est aussi joueur de rugby et avec son équipe, il remporte le championnat de France interscolaire pour l'année 1907. En 1909, il obtient son baccalauréat, le bac Math LM, ce qui est déjà assez exceptionnel pour son époque. Très vite, il se destine à une carrière militaire. Il intègre ensuite l'école militaire de Saint-Cyr. C'est là qu'il fait la connaissance d'une autre personnalité, un autre militaire bien connu que j'ai déjà évoqué un peu plus tôt, Charles de Gaulle. En 1914, alors qu'il est un jeune officier, il épouse Clémence Sorieux, la sœur d'un ancien camarade de rugby. Clémence a étudié en Angleterre et est prof d'anglais, ce qui est également assez exceptionnel pour une époque où la majorité des femmes ne travaillaient pas. Malheureusement, peu de temps après leur mariage, la Première Guerre mondiale éclate et les 2 tourtereaux doivent être séparés. Ernest est envoyé sur le front. Lors d'une attaque, il est blessé par un éclat d'obus et subit une commotion cérébrale. Il est hospitalisé, puis arrêté et emprisonné par les Allemands. Suite à plusieurs tentatives d'évasion, il est transféré dans diverses prisons. Il atterrit finalement au fort d'Ingolstadt en Allemagne, un fort dans lequel a été aussi emprisonné Charles de Gaulle. En janvier 1918, la chance lui sourit enfin. Il réussit à corrompre la sentinelle allemande en lui donnant de l'argent. Il est obligé de ramper dans la neige pour ne pas se faire remarquer par ses gardiens. Il arrive dans une gare. Là, il se glisse sous le train. Il réussit à se hisser sur une plateforme et à monter sur le toit du train. Ainsi, il arrive à la gare de Münster. Là, il voit des policiers allemands en train de contrôler les papiers des passagers. Mais il ne se laisse pas surprendre, il a plus d'un tour dans son sac. Il prend une cigarette, il la glisse entre ses lèvres et cette cigarette va lui permettre de camoufler son accent français. Quand des gens l'interpellent, il ne leur répond pas pour ne pas montrer son accent, ou alors il dit juste 999, ce qui veut dire non, et les gens le laissent globalement tranquille. Après toutes ces péripéties, il parvint finalement à retrouver sa femme en Bretagne. En avril 1918, après une période de convalescence, il demande à être affecté au Maroc. Il y reste pendant 2 ans et revient assez rapidement en France. Vous allez voir que la famille va beaucoup déménager. Le 13 juillet 1919, Clémence donne naissance à leur premier enfant, Charles, surnommé Charlie. En 1920, Ernest est affecté comme capitaine en Allemagne et sa famille le suit. 2 ans plus tard, Clémence est de nouveau enceinte et met au monde une petite fille, Anne-Marie, dite aussi Annette, qui est ma grand-mère. En 1925, la famille retourne en France et Ernest
décide de passer le concours d'entrée à l'école supérieure de guerre. L'école supérieure de guerre, c'est le plus haut établissement français qui forme les officiers. Ernest est assez stressé, il ne croit pas vraiment en ses capacités, il ne se trouve pas très brillant, mais en mars 1926, il est admis dans cette école. Donc il a à la fois des cours et à la fois des stages pratiques. Il suit des cours principalement consacrés à l'histoire, à la stratégie de l'armée française. Ces stages pratiques sont des stages dans différents domaines de l'armée, donc l'artillerie, l'aviation, la cavalerie et l'infanterie. Mais Ernest s'ennuie au travail, il trouve que son travail est fatigant et épuisant. Pendant son temps libre, il joue un peu avec ses enfants, il prend des cours d'anglais, d'allemand et d'équitation. Il se passionne aussi pour les nouvelles technologies de son époque, comme la radio TSF. Il prend également énormément de photos, les photos que je vous ai montrées dans cette vidéo. Il possède une moto, mais son engin tombe très régulièrement en panne et il doit souvent faire des réparations. En 1928, il est affecté pour ce qu'on appelle la région du Levant, le Liban et la Syrie donc. Il habite à Beyrouth puis à Tripoli. Il est particulièrement marqué par la visite d'un camp de réfugiés arméniens victimes du génocide. En 1934, il retourne en France et il devient instructeur de tactique militaire à l'école de Saint-Cyr. C'est à ce moment-là qu'il commence à peaufiner et à développer son opinion politique. Il s'intéresse de plus en plus au communisme et à l'URSS. Il est aussi proche de la revue 7, comme le chiffre 7, une revue de catholiques de gauche. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit, ouvert sur les autres, ouvert sur les autres cultures, voire sur les autres religions. À chaque fois qu'il arrive dans un nouveau pays, il essaye d'apprendre quelques mots dans la langue de ce pays. En Allemagne, il fréquente un temple protestant. Au Maroc, lorsqu'il entend le chant du muezzin, l'appel à la prière, il écrit qu'il n'a jamais rien entendu d'aussi beau. En 1938, il embarque avec sa femme et sa fille pour le Paraguay, où il dirigera l'école supérieure de guerre du Paraguay, un établissement bâti d'après le modèle de l'école supérieure de guerre française. Dans le paquebot qui l'y emmène, il croise une autre célébrité, l'ethnologue Claude Lévi-Strauss, qui était venu étudier les Amérindiens au Brésil. Dans son livre Triste Tropique, Claude Lévi-Strauss décrit d'ailleurs Ernest Petit et sa femme comme des gens discrets et prévenants, même s'il ne les nomme pas directement. Depuis le Paraguay, la situation en Europe se précipite. Ernest entend parler des rumeurs de guerre. En 1940, il décide de rejoindre la France libre, de rejoindre la résistance. En novembre 1940, il part pour Londres, où il retrouve son ancien camarade et ami, le général de Gaulle, qui le nomme chef d'état-major. Bien qu'il soit communiste, Ernest décide de tout de même suivre le général de Gaulle et il défend une forme d'unité au sein de la résistance. Nous avons eu quelques problèmes à résoudre, mais avant tout nous faisons la guerre et c'est le général de Gaulle seul qui représente notre cause et la France. Dans une lettre écrite un peu plus tard au général de Gaulle, il lui dit « Mon général, je voudrais que tu saches bien que je suis venu servir la France avec toi, avec tout mon dévouement, sans intérêt ni ambition. Ceci m'assure une grande force, et je ne consentirai pas, en particulier à une diminution qui équivaudrait pour moi à une lâcheté. » Il quitte ensuite Londres pour Moscou, et il sera responsable de la mission militaire française en Russie. Il sera d'ailleurs à l'origine de la création de l'escadrille Normandie-Niemen.
Durant cette période, sa femme et sa fille viennent le rejoindre. Ernest fait la connaissance d'Ilya Ehrenburg, un écrivain et journaliste soviétique et pro-communiste. Il rencontre également la danseuse Ida Rubinstein. Il est surtout marqué par la présence de jeunes femmes soldates russes. Il les trouve simples et martiales et il ne comprend pas pourquoi les femmes sont encore très peu présentes dans l'armée française. Pour se détendre, il fait un peu de lecture. Il lit les portraits de La Bruyère, mais aussi le livre du 18e congrès de l'URSS. Quelquefois, il se prend à imaginer ce qui pourrait se passer en cas de victoire de l'Allemagne. Si les Russes ne parviennent pas à chasser les Allemands du Caucase à bref délai, l'Angleterre, impuissante, affamée et copieusement bombardée, capitulera et disparaîtra du monde. C'est du moins ce que l'on peut imaginer. Il y aura sans doute le grain de sable qui enrayera la machine allemande déjà bien usée. Selon lui, s'allier à l'URSS est le meilleur moyen pour que la France regagne son indépendance. Il se méfie du Royaume-Uni et des États-Unis qui, selon lui, voudraient faire de la France une puissance de second rang. Il est très influencé par les idées d'Ilya Ehrenburg et il critique De Gaulle qui s'isole de plus en plus de l'URSS. En août 1944, après la libération de la France, il reste un temps en URSS. Il héberge chez lui d'anciens prisonniers de guerre. Il se brouille définitivement avec son ancien ami Charles de Gaulle et il ne mâche pas ses mots. Le 21 septembre 1945, il écrit « Vanité, orgueil, médiocrité, despotisme caractérisent ce pauvre homme qui sombrera lamentablement alors qu'il aurait pu passer pour le sauveur de la France s'il avait essayé de comprendre la grandeur de la France et les aspirations de son peuple, s'il avait été plus humain et moins bêtement orgueilleux. » Après la guerre, il abandonne définitivement la carrière militaire pour se consacrer à une carrière politique aux côtés du Parti communiste. Il gagne d'ailleurs une certaine réputation. Lors d'un dîner, une personne lui demande « C'est bien vous, le général bolchevique ?» En 1947, il dirige le cabinet du ministre de la Défense communiste François Billoux. En 1948, il est élu sénateur. Il est affilié au Parti communiste, mais il n'a jamais vraiment adhéré à ce parti. Il est plutôt proche du courant progressiste, un courant qui réunit trois tendances de gauche, les chrétiens de gauche, les radicaux et les unitaires. Ses votes sont néanmoins conformes à la ligne du parti. En 1952, il vote contre la communauté de défense européenne. Il va aussi avoir un nouveau combat contre le colonialisme. En 1958, en pleine guerre d'Algérie, et alors que son fils Charles est mobilisé en Algérie, il fait un discours très remarqué où il dénonce la torture et les atrocités et il en appelle à l'amitié entre les peuples. Il mettra d'ailleurs son expertise militaire au service du mouvement de la paix. Il est également membre de nombreuses associations. Il a été président des associations France-URSS et France-Hongrie. Il faisait aussi partie de France-Vietnam et des amitiés franco-chinoises. Il était aussi membre de la Fédération des officiers de réserve républicains. Quant à sa femme, Clémence, elle s'illustre au sein de l'Union des femmes françaises, une association féminine d'obédience communiste. Elle s'intéresse plutôt aux problématiques de santé et notamment à l'idée de l'accouchement sans douleur. En 1968, Ernest ne se représente pas au Sénat. Il a divers problèmes de santé, il vieillit et il s'éloigne peu à peu de la vie publique. En 1970, sa fidèle épouse décède.
Il est décédé environ un an après, le 28 mars 1971. À son enterrement sont présents des différentes personnalités communistes comme Jacques Duclos. Georges Marchais le décrit comme un ami fidèle et courageux du Parti communiste. Donc vous pouvez voir qu'il a eu divers combats, la résistance, le communisme, l'anticolonialisme et un peu le féminisme. Pour écrire et rédiger cette vidéo, je me suis surtout basée sur les écrits personnels d'Ernest. De 1918 à 1969 environ, il tenait un journal intime. Il écrivait dans des petits cahiers ou dans des agendas comme celui-ci, et il écrivait presque tous les jours. Pour cette vidéo, je tenais à remercier mon père qui a scanné et numérisé les carnets et les archives d'Ernest. Je voulais aussi remercier Gérard, un cousin de mon père et petit-fils d'Ernest, qui a également rédigé une biographie. J'espère que ce sujet, bien qu'un peu inhabituel, vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à partager parce que Ernest n'est pas très connu, mais il a quand même fait beaucoup de choses pour notre pays. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.